Alors bonjour et bienvenue à cette table ronde des débats du Cercle Montesquieu sur le thème de l'adaptation du droit du travail à la pandémie, nouvelle opportunité de développement pour les directeurs juridiques, point d'interrogation. Pour évoquer le sujet et croiser les regards, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Bénédicte Vautelet, qui est directrice juridique groupe Le Figaro, Denis Langlois, DRH Europcar Mobility Group, Julien Or, qui est avocat associé chez Mayer Brown. Alors bonjour à tous les trois, bonjour également au public, merci d'être là et de nous suivre. Alors dans un premier temps, on va peut-être faire un premier tour de table pour que chacun ait l'occasion de se présenter un peu plus longuement. Bénédicte Vautelet. Normalement, il marche. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Ça marche? Okay. Bénédicte Vautelet, donc j'interviens ici, je suis vice-présidente du Cercle Montesquieu, organisateur de l'événement. J'ai été avocate pendant 15 ans et je suis maintenant depuis une bonne dizaine d'années directrice juridique du groupe Figaro. Et dans mon périmètre, j'ai notamment tous les droits, dont le droit du travail. Denis Langlois. Bonjour, je ne suis pas avocat. Je suis entouré d'avocats, mais je ne suis pas avocat. Je m'appelle Denis Langlois, je suis actuellement le directeur des ressources humaines de Europcar Mobility Group depuis 4 ans. Et précédemment, j'ai été directeur des ressources humaines et j'ai eu aussi des responsabilités de management dans certaines organisations, dans plusieurs grands groupes. Voilà. En titre d'introduction, en guise d'introduction aussi, vous savez peut-être que Europcar est sous le coup d'une OPA, puisque nous avons une offre déposée par un consortium qui est emmené par Volkswagen avec 2 autres groupes, donc bien évidemment, je ne parlerai pas de l'OPA. Julien Or. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis donc Julien Or, avocat en droit social au sein du cabinet Mayer Brown. Je suis avocat depuis 16 ans déjà. J'ai une particularité, c'est que je n'ai pas commencé comme avocat. J'ai été juriste pendant 4 ans. Donc je connais un peu ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Et voilà, je suis ravi d'être parmi vous ce matin pour évoquer ce sujet. Eh bien, merci à tous les trois d'être avec nous ce matin. Julien Or, je me tourne vers vous dans un premier temps en tant qu'expert du droit social. Quel a été selon vous l'impact de cette crise du Covid sur le droit du travail ? L'impact, il a été évident. Alors maintenant, en termes d'ampleur, on peut s'interroger sur son ampleur en s'interrogeant sur ce que recouvre le droit du travail. Si on le prend dans son acception la plus stricte, le droit du travail, à savoir les normes contraignantes contenues dans le Code du travail, finalement, l'impact, il a été assez limité. On a en effet eu quelques lois, comme la loi récente sur la gestion de la crise sanitaire ou toutes les réglementations sur l'activité partielle qui en effet ont changé un peu le Code du travail, mais par définition, ces lois sont circonscrites dans le temps, puisqu'elles ont été édictées pour faire face à la crise, et donc elles ont vocation à s'éteindre finalement après la crise, même si celle-ci dure un peu trop longtemps à notre goût à tous, je pense. Maintenant, si on considère que le droit du travail, ce n'est pas seulement ce corpus de normes contraignantes, mais c'est également toutes les normes administratives qui gravitent autour du Code du travail, à ce moment-là, l'impact il est vraiment considérable. Pour rapidement vous faire un peu le schéma, depuis le début de la crise du Covid, on a eu un protocole sanitaire. Ce protocole sanitaire, donc, qui a été pour la première fois édicté en mai 2020, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 8 versions différentes. Entre les mises à jour et les nouvelles versions, on a eu 8 protocoles différents. On a en plus de ça eu 48 guides métiers, des guides thématiques, des fiches questions-réponses de l'administration. Donc, si vous voulez, on a eu un foisonnement de textes, un foisonnement de recommandations, et on peut s'interroger sur quel impact ça a eu sur le droit du travail. Alors, on pourrait me répondre, oui, mais ces recommandations administratives, finalement, elles n'ont pas de valeur contraignante, elles n'ont pas de valeur juridique, ça émane de l'administration et non pas du législateur. Certes, mais dans la pratique, on remarquera que ces normes administratives étaient des normes contraignantes.
C'était pas du droit mou ou du soft law comme diraient certains. C'était vraiment des normes contraignantes. Il suffit de lire le protocole sanitaire pour se rendre compte que on n'invite pas les employeurs à mettre en place le télétravail. On les invite pas. On les contraint. La manière dont le protocole est rédigé, il montre bien qu'il y a une volonté de contraindre l'employeur à mettre en place le télétravail. Je prends l'exemple du télétravail parce que pour moi c'est l'exemple le plus emblématique de la dérive normative qui a entraîné la crise sanitaire. Quand on regarde le code du travail, pardon, j'ai pas l'habitude du micro, mais quand on regarde le code du travail, on se rend compte que le télétravail c'est pas obligatoire. Voilà, si l'employeur a envie de mettre en place du télétravail, il le met en place. La seule obligation qu'il ait, c'est de négocier avec ses partenaires sociaux avant une mise en place. Mais c'est tout. Et donc il n'y a pas d'obligation. Et lorsqu'on lit le protocole, il y a cette obligation de mettre en place le télétravail. En tout cas, au tout début du confinement, c'était le cas, puisqu'on a eu une obligation. Et cette obligation, elle a été portée devant les tribunaux. Le Conseil d'État lui-même a été amené à se prononcer sur la valeur normative de ce protocole. Et il l'a défini comme un ensemble de recommandations visant à une déclinaison matérielle de l'obligation de sécurité de l'employeur. Donc en fin de compte, la pirouette est habile, il s'est rattaché à l'obligation de sécurité de l'employeur, qui est une obligation pour le coup légale, inscrite dans le Code du travail, pour dire que ce protocole en était la déclinaison dans les textes, et donc contraindre l'employeur à respecter ce protocole. Et on se rend compte également que l'administration a joint les actes à la parole, puisque le ministère du Travail a édicté alors je crois que c'est une instruction, c'est ça, une instruction. La Direction générale du travail a édicté une instruction dans laquelle la consigne pour les inspecteurs du travail est de contraindre les employeurs récalcitrants à mettre en place le télétravail. Donc on a une vraie volonté de contrainte, et ces normes, si vous voulez, administratives qui normalement n'ont pas de valeur contraignante, dans les faits en ont une. Donc l'impact, pour moi, il a été considérable. Et dernier commentaire sur cet impact, certaines dispositions du Code du travail qui étaient tombées, en tout cas pas dans l'oubli, mais en tout cas qui étaient parfois oubliées par les employeurs, ont été remises au goût du jour grâce à la crise. Je pense notamment au document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est un document que toutes les entreprises doivent mettre en place dans leurs entreprises, ils doivent mettre à jour tous les ans. Et on s'est rendu compte que beaucoup ne le faisaient pas, et l'administration s'est beaucoup focalisée sur ce document unique pour contraindre les employeurs à prendre en compte les risques psychosociaux et les risques de santé et sécurité au travail. Et les tribunaux ont pris le pas, puisqu'ils ont même créé des obligations pour l'employeur, telles que notamment la consultation du CSE, qui est donc le comité social et économique, lors de la mise en place et de la mise à jour du DER, alors que c'est une obligation qui n'existe pas dans le Code du travail. Donc l'impact, pour moi, il a vraiment été considérable. Et alors, vous me disiez que la crise avait fait évoluer les mentalités aussi sur le terrain du droit social. Oui, nécessairement. Si vous voulez, quand vous pouvez plus travailler comme avant, vous êtes confronté à une nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité, notamment le télétravail, vous oblige à vous adapter. Et donc, les employeurs se sont rendus compte que télétravail ne veut pas forcément dire procrastination ou absence de productivité. On a bien réalisé pendant cette crise qu'on pouvait télétravailler et être productif. Alors maintenant, il faut faire attention, parce que le télétravail contraint et le télétravail au long cours n'aura peut-être pas les mêmes effets, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on peut aujourd'hui, avec les outils qui sont les nôtres de numérique, on peut télétravailler et être productif. Donc je pense que ça fait en effet changer les mentalités. Alors Bénédicte Vautelet, on voit que le droit du travail a été assez fortement chahuté durant cette crise du Covid. Comment avez-vous vécu cela en tant que directrice juridique du groupe Le Figaro? Quel a été l'impact de ces turbulences sur votre activité professionnelle? Alors forcément assez colossal. J'ai envie de le résumer par les 3 S.
Alors, premier AS, c'est sécurité. Dans l'urgence, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû mettre, le 15 mars 2020, chaque collaborateur a dû être mis en sécurité. C'était ça la priorité. Au juridique et au RH, on travaillait ensemble, on a dû établir des protocoles, suivre tous les textes qu'a édicté Julien, donc établir des protocoles de présence au bureau, de la distanciation, il faut se souvenir, ça changeait tous les jours, le respect des flux de circulation, comment on fait en cas de cas contact, on avait sans arrêt des nouvelles directives. Donc il a fallu être online sur tous ces sujets, mais aussi il a fallu savoir comment tout de suite se mettre en chômage partiel. Vous vous souviendrez que c'était quand même... il a fallu établir ça, qui on met dans les équipes, comment on récupère... quelles sont les procédures. Au demeurant, c'était plutôt bien fait par les administrations. Il y a pas, mais tout ça a dû être fait dans l'urgence, tout en... troisième point, un point de sécurité également, c'était de maintenir le lien social avec les collaborateurs qui, certes, étaient très bien chez eux, heureusement en sécurité, mais il fallait maintenir ce lien social. Très intéressant. Et au demeurant, on avait, par exemple, vous l'aviez tous vu, dès le mois d'avril, on a eu une jurisprudence assez intéressante, la jurisprudence Amazon. Où un syndicat avait dit on n'est pas assez en sécurité et les juges ont effectivement fermé pendant quelques jours les entrepôts d'Amazon et les commentateurs de l'époque, c'était pas moi donc je suis assez à l'aise, c'était les commentateurs, disaient en fait c'est pas vraiment pour la sécurité que c'est fait, c'est pour préserver les petits commerces. Et tout ça a été l'enjeu en fait du deuxième confinement de novembre, les petits commerces, puisqu'on a vu qu'on fermait certains coins de supermarchés. Donc c'est intéressant de voir que dès le mois d'avril, la jurisprudence avait anticipé par le droit du travail des sujets de droit du commerce. Donc je trouve ça très intéressant. Évidemment, dans la sécurité, on a eu ce télétravail qui a évolué, qui était contraint et forcé pour une question de sécurité. Mais j'en viens à mon deuxième S, qui est la souplesse. Et ça, c'est très intéressant au sortir je l'espère, au sortir de cette pandémie, et en tout cas du gros de cette pandémie. On a appris à télétravailler. On a aussi appris, nous, directeurs juridiques, DRH, avocats, c'est quoi le télétravail? Déjà, c'est pas la même chose que le travail en mobilité. C'est pas la même chose que le travail à distance. Donc on a appris à surfer entre toutes ces notions. Le travail en mobilité, c'est les commerciaux qui sont jamais à leur poste. Le travail à distance, c'est vous avez des gens qui travaillent en Inde dans des filiales, ils travaillent à distance et ils peuvent être eux-mêmes en mobilité ou en télétravail. Donc on a appris tous ces sujets et au sortir maintenant, on essaie de mettre en place de nouveaux accords, nouvelles formules de télétravail dans un monde non contraint de télétravail. Donc, et là se pose la question, qu'est-ce qu'on fait du vendredi? Combien de journées par semaine on va permettre? Quelles seraient les tâches qu'on ferait au bureau? Quelles seraient les tâches qu'on ferait en télétravail? Le droit de refus du supérieur, les plages horaires, la réversibilité permanente, le lieu, est-ce qu'on va imposer la résidence principale ou est-ce qu'on va pouvoir aller télétravailler dans la résidence secondaire? Quid quand on change de fonction? Et par exemple, j'ai vu récemment, vous avez vu l'employeur qui voulait empêcher les télétravailleurs de fumer. Alors, quand ils sont à leur domicile. C'est anecdotique, c'est très anecdotique, je trouve ça assez incroyable, mais ça pose une question, à mon avis, un peu plus large, du contrôle par l'employeur, des activités du salarié pendant qu'il est chez lui en télétravail sur ses heures de travail. Donc je laisse les juges, les magistrats et les avocats s'amuser là-dessus, mais au-delà de l'anecdote, c'est assez, je pense que ça pose l'anecdote un peu, à mon avis, regrettable, mais ça pose une question. Sur la cybersécurité, on a dû également montrer un peu de souplesse, permettre aux salariés de travailler. Il va falloir faire des avenants aux chartes informatiques. Il faut savoir que l'employeur, aujourd'hui, dans une jurisprudence pré-Covid, il est responsable, dès lors qu'il a permis l'usage personnel de l'ordinateur, il est responsable de tous les bugs qu'il peut y avoir, voire même des choses pas très réglo, si je puis dire, que ferait le salarié. Donc il va falloir mettre à jour ces chartes également informatiques. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail pour
nous directeurs juridiques et des RH. Moi, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une filiale très dans le digital qui me dit je voudrais mettre en place, ça c'est de la souplesse aussi, des congés illimités. Tu comprends, tout le monde dans le digital le fait, les startups le font. Pour attirer des candidats, il faut que je mette en place les congés illimités. Donc comment je fais, comment j'articule ça avec les congés légaux, sur quelle base de rémunération je rémunère, voilà, combien de temps ça dure. Donc, tout ça, c'est des vraies questions qu'on s'est posées et qui ont changé nos façons de fonctionner. Le dernier S, c'est un petit peu une boutade, je l'ai appelé SEO. Mais en fait, je pense à digitalisation. Qu'est-ce que j'ai besoin J'ai besoin dans le search de tout de suite en presse-bouton de trouver mes documents. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il y a eu les directions juridiques qui étaient digitalisées. On les a heureusement qu'on était digitalisés au 15 mars. Il fallait pouvoir fournir à nos clients internes tous les documents et fonctionner, faire convoquer les instances du personnel, faire signer les PV de CSE, réunir des réunions de CSE à distance et en visio. On a vu qu'il y avait même un texte qui nous a permis pendant un certain temps et puis plus après, compliqué de tenir. Donc il fallait être totalement au point avec les outils, avec des sujets aussi de sécurité des solutions retenues. Vous vous souvenez qu'il y avait une solution qui n'était pas très... Certaines solutions au début n'étaient pas acceptées par certaines entreprises. Donc on a beaucoup appris de tout ça. Et moi encore tout récemment, parce que j'ai mis en place la signature électronique sur tous mes contrats. Mais pour faire signer un accord collectif, forcément il y a 5 syndicats. J'envoie l'accord collectif en signature électronique, très fier, et puis je vois que ça ne fonctionne pas. J'appelle mon prestataire, il me dit « Ah ben non, on fait que la signature en série, c'est-à-dire l'un après l'autre. » Or, quand on est en droit du travail, certains ne sont pas là, certains syndicats ne signent pas tel accord collectif, et du coup, il me dit « Mais c'est un développement que j'aurai pour la fin de l'année, la signature en parallèle. » Donc j'ai dit, bon, écoutez, désolé, vous allez venir au bureau pour signer vos accords collectifs. Et autre développement, la signature en dynamique, c'est-à-dire que j'avais une personne qui avait le Covid et qui souhaitait se faire remplacer par quelqu'un d'autre pour signer. Et bien ça, c'est la signature dynamique. Quand on donne un pouvoir à quelqu'un d'autre pour signer pendant une signature électronique, ça, c'est un développement qui sera fait pour le mois de mars. Donc je pense qu'il y a encore des développements à faire en droit du travail voilà. Donc on a beaucoup appris, mais on a besoin de continuer cette digitalisation et sans arrêt de faire des mises à jour sur nos façons de fonctionner. Voilà. Denis Langlois, donc on le voit, un droit du travail assez fortement chahuté. Comment avez-vous vécu cela en tant que DRH et surtout dans quelle mesure ça a pu impacter vos interactions avec les directions juridiques du groupe Europcar Mobility? Un petit rappel de contexte, en fait, on a perdu 95% de notre chiffre d'affaires en 3 semaines dans le monde entier. Donc vous êtes d'un seul coup, vous êtes avec des gens qui vous appellent en disant je sais pas. J'ai perdu, mon chiffre d'affaires n'existe plus, qu'est-ce que je fais, comment ça se passe, qu'est-ce que je fais de mes salariés, enfin dans tous les pays, donc ça n'a pas seulement été en France, ça a été dans tous les pays. Et la deuxième, Bénédicte disait, j'espère que la crise va être derrière nous, je suis pas sûr que la crise va être derrière nous, ce qu'on a réalisé aussi, c'est que trimestre après trimestre, on reportait la fin de la crise au trimestre d'après, et donc ça nous a amené à une adaptation constante sur tous les points, parce qu'on ne peut pas se dire... On avait prévu que le 4e trimestre, on redémarrerait. Puis au 4e trimestre, on s'est dit non, ça sera au Q1. Puis au 1er trimestre, on a dit non, ça sera au 2e trimestre. Puis maintenant, on se dit qu'avec la vaccination, on va sans doute y arriver. Donc le contexte était tout de même une entreprise qui virtuellement n'existe plus, avec des voitures sur un parking. Les voitures ne nous appartiennent pas. Notre seul actif, ce sont les salariés. Donc notre actif majeur principal était à risque et on n'avait plus de clients en fait. L'entreprise sans clients et du coup sans trésorerie d'ailleurs. Donc ça a amené tout un tas de développement. Donc ça c'était un petit peu le contexte. Et dans ce contexte-là, il y a qu'est-ce qui se passe en termes effectivement de droit du travail, de relations sociales et comment est-ce qu'on peut le vivre. Alors assez paradoxalement, sans doute pour la première fois dans ce que je connais, on a fait face en France, en tout cas je parle uniquement de la France, on a fait face à un manque de normes. C'est-à-dire du jour au lendemain, il n'y a plus de normes.
Et assez paradoxalement aussi, sur tous ces sujets-là, je pense à l'indemnisation du chômage partiel, j'ai eu en face de moi des cabinets ministériels qui disaient mais comment est-ce qu'on peut vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire exactement, parce qu'on ne sait pas. Et donc, c'est la première fois où on parlait de soft law, mais je pense aussi qu'il y a eu un désarroi total, et c'est ça qui était extrêmement important, c'est-à-dire que personne n'avait de normes. Tout le monde avait perdu ses repères. Si en termes juridiques, il n'y avait plus de normes. Si je le reprends dans l'autre sens, tout le monde avait perdu ses repères. Donc la question, c'est, j'ai plus de repères, comment est-ce que je recrée des repères pour tout le monde, pour le manager, pour les salariés, pour les organisations syndicales, et c'était ça la vraie question. Et du coup, ça renvoie sur quelles normes je mets en place. Et donc, il y a eu un premier travail assez important pour un certain nombre de DRH qui a été de dire, mais quelles normes je crée? Alors, soit je participe à la création de normes au niveau français, c'est-à-dire que les cabinets ministériels nous appelaient en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez que ça se passe? Parce que nous, on ne sait pas. Et puis ensuite, il y a comment est-ce que je recrée des jeux de normes dans l'entreprise et comment est-ce que je recrée des usages et des coutumes dans l'entreprise. Bénédicte parlait du télétravail, effectivement, ça a été juste un abîme béant. Enfin, c'est pas en France, mais ma filiale britannique qui avait lutté contre le télétravail et le fait de donner des PC portables à ses salariés pendant des années en me disant c'est pas possible, etc., etc. En 15 jours, ils se sont débrouillés pour acheter 300 PC, mettre tout le monde à la maison et ça a très bien fonctionné. C'est juste un exemple. Alors, vous me direz, ce sont les Britanniques, mais c'est juste un exemple de la façon dont ça a pu fonctionner pendant ces mois-là. Il y a plein de choses qui paraissaient pas possibles et qui d'un seul coup ont été possibles. Donc pour moi, ça a été la deuxième dimension. C'est une dimension d'accélération en fait. Il y a plein de choses qui ne paraissaient possibles à personne, que ce soit au DRH, que ce soit aux opérationnels, que ce soit au directeur juridique, et qui d'un seul coup sont devenues possibles. Moi, j'ai deux exemples. Le premier, c'est que je n'imaginais pas que pendant 6 mois, l'ensemble de mes DRH dans tous les pays, mais en France en particulier, on a une culture sociale un petit peu rigide, pourraient tenir des réunions de CSE, de comités de groupe, de comités européens en distanciel, en présence virtuelle. Tout le monde se serait levé en disant il n'en est pas question, et en fait ça s'est fait très automatiquement. Et je pense que c'est une pratique qui va rester. Donc il y a accélération, mais il va y avoir un tamisage d'un certain nombre de choses qui vont rester, d'un certain nombre de choses qui vont redisparaître à nouveau. Et je pense que l'une des choses qui va rester, ça va être sans doute le fait de dire il y a plein de choses qui vont être dématérialisées maintenant. Et que ça ne se faisait pas. Les gens étaient contre et maintenant les gens ont pris l'habitude. Alors ils y trouvent aussi leur intérêt personnel en disant bien évidemment moi je suis chez moi et c'est plus facile de faire une réunion de CSE chez moi que de faire une réunion de CSE et d'être obligé de venir au bureau. Mais il y a eu cette accélération de tout ce qui est dématérialisation des IRP en fait. Et effectivement, comme le disait Bénédicte, on signe nos accords, on signe plus, il n'y a plus de grandes séances de signature d'accords, on fait circuler les accords et tout le monde trouve très naturel et normal de venir de plus venir, mais de signer très rapidement. C'est aussi accepté par l'administration. J'ai une deuxième accélération qui, pour moi, porte sur le télétravail. Je pense que la plupart alors Europcar était dans un contexte très particulier puisque Europcar avait déjà des accords de télétravail et donc en fait on a accéléré le passage au télétravail. On avait un télétravail choisi par le salarié. L'accélération elle s'est faite sur le point que d'un seul coup on est passé en télétravail imposé par l'entreprise, y compris sur les horaires. C'est-à-dire pour éviter effectivement le cas du vendredi ou éviter des gens à 4/5e et à 50% de télétravail qui disparaissaient pendant 10 jours. Donc il y a eu cette accélération autour de qu'est-ce que c'est que ce concept de télétravail et comment est-ce que je peux faire. Et à nouveau dans un univers où il n'y avait pas de normes, comme on l'a déjà dit, il y avait pas de règles. Donc comment est-ce qu'on réalise ça? Et puis le dernier changement pour moi, ça a été, comme on l'a tous dit, le changement culturel. Parce qu'on a maintenant des gens en face de nous qui sont habitués à ça et qui n'envisagent pas d'ailleurs de changer de mode de travail. Et ça me pose un autre problème de droit du travail auquel je ne m'attendais absolument pas, qui est, je vais prendre juste un exemple, il y a un certain nombre de comportements et un certain nombre de changements de culture qui ne sont pas encore intégrés dans le droit du travail et vis-à-vis desquels l'entreprise est assez désarmée. J'ai en France un certain nombre d'employés fantômes. Alors, mes collègues du SBF 120 me disent que pendant la période du confinement, il y a eu 5% de non-connexion. C'est-à-dire quand on les mesure, enfin on n'est pas censé les mesurer, donc bien évidemment personne ne l'a mesuré, mais on peut estimer que le fait de se loguer ou de ne pas se loguer, il y a en gros 5% des employés qui ne se sont pas logués. Parfois pour d'excellentes raisons. Enfin, quand vous êtes
dans un petit appartement avec 2 conjoints qui travaillent, des enfants, etc. Il y a un moment où vous pouvez pas vous connecter. C'est parfois pour des moins bonnes raisons. Et ça a débouché sur quelque chose qui est assez intéressant, et je ne sais pas comment le droit du travail va pouvoir y répondre, qui sont que j'ai maintenant les employés fantômes. J'ai les employés. Nous avons tous découvert des salariés qui nous ont dit il faut revenir. C'est pas possible parce que je me suis installé dans le Luberon ou dans les Landes. Et j'ai vraiment pas l'intention de revenir au bureau puisque maintenant je suis et donc je veux. C'est même pas est-ce que vous pourriez éventuellement me donner. Je veux mon travail à distance et je rentre quand je vais à l'entreprise. Et ça va amener. Enfin, ça sort du domaine du droit du travail. Donc on a une vraie problématique de dire comment est-ce qu'on va recréer le lien social, comment est-ce qu'on va remettre ces salariés-là dans l'activité, avec deux conséquences qui sont un petit peu en dehors du sujet, mais qui sont est-ce que vraiment je dois maintenir le lien social avec toutes les fonctions de l'entreprise? Et donc est-ce que je ne vais pas accélérer l'externalisation d'un certain nombre de fonctions? Je n'ai aucun souci à ce que ma comptable paye soit dans le Luberon, mais dans ce cas-là, est-ce que j'ai besoin d'une comptable paye dans l'entreprise ou est-ce que je la mets en dehors de l'entreprise? Et comment est-ce que je contractualise à ce moment-là? Ce qui est un sujet du coup d'interaction, parce que on va plus être dans des prestations classiques, on va être dans un autre type de prestations. Et puis à partir du moment où un salarié dit je veux pas revenir, qu'est-ce que je fais et comment est-ce que ça va se passer? Et je pense que ça va être des sujets auxquels on va avoir à faire face dans les mois qui viennent. Donc une accélération. On a remis la santé trois choses. On a remis la santé au centre, comme on le dit, c'est un sujet un peu annexe pour un DRH, la santé. Il faut être assez honnête, sauf dans les industries lourdes. Donc dans toutes les sociétés, on a remis la santé au milieu de la problématique des relations sociales. On a participé à la création de normes, externes ou internes, et ça c'est passionnant pour un DRH, et je vais y revenir, je pense que c'est passionnant pour un directeur juridique, si on arrive à se sortir du quotidien, et puis il y a une accélération, et ce changement culturel. Et ça a changé nos relations avec le directeur juridique et je pense que ça a changé la place, ça fera peut-être une transition avec la deuxième partie de notre session, ça a changé la place du directeur juridique. C'est-à-dire, dans une entreprise, dans les fonctions régaliennes, on est tout de même plus ou moins piloté, monitoré, on peut prendre le terme qu'on veut, par la finance et par la fonction finance. Donc la fonction régalienne, la fonction finance est tout de même extrêmement importante. Et avec la pandémie, ce qui s'est passé pour le DRH comme pour le directeur juridique, et pour le DRH et le directeur juridique ensemble, c'était que d'un seul coup, ils ont été remis au centre d'un nouveau dispositif. C'est-à-dire que le directeur général, la direction générale d'un côté, les organisations, les managers sont revenus en disant « je ne sais pas, il faut que tu m'aides ». Et on ne savait pas forcément plus. Mais je pense que la vraie différence, pour un DRH comme pour un directeur juridique, c'est que il est habitué à réfléchir sur, dès qu'il prend un peu de recul, il est habitué à réfléchir sur des normes. Et il est habitué à réfléchir sur, je crée quelque chose. Par méthodologie, par nos études aux uns et aux autres, c'est un univers dans lequel nous sommes habitués. Alors qu'un opérationnel va dérouler ce qu'on va lui demander de dérouler. Et donc je pense que ça a été extrêmement important pour le DRH comme pour le directeur juridique. Ça nous a amené à travailler ensemble et à conseiller beaucoup plus que ce qu'on faisait auparavant, et pas conseiller sur nos domaines d'opération en tant que tels, mais aussi conseiller sur la façon dont on pouvait réagir par rapport à ça. Comment on pouvait réagir par rapport à cette crise en transformant l'entreprise qui avait besoin de points de repère différents, on les baptise comme on veut, points de repère, normes, usages, mais qui avait besoin de matières différentes et de méthodologies différentes. Et comme l'un de nos gros avantages des deux métiers, ressources humaines et juridiques, c'est d'être capable de réfléchir sur la méthodologie et de prendre un peu de recul par rapport aux événements et d'arriver à transformer positivement et à théoriser un certain nombre de pratiques, ça a été je pense que ça a été un très grand changement pour le directeur juridique et pour le DRH, à la fois dans leurs relations, mais aussi dans leur exposition à leurs collègues. Alors, merci pour cette transition. Denis Langlois, Bénédicte Wautlet, je me retourne vers vous. Alors, cette évolution du droit du travail qu'on a décrit en lien avec la crise constitue-t-elle, selon vous, une évolution, une opportunité de développement pour les directions juridiques ? Très certainement, et je rejoins Denis Langlois là-dessus. Je me souviens au tout début, lors du premier confinement, lorsque le DRH et d'ailleurs moi-même sur les sujets de droit du travail étions, on peut dire, débordés, même si en télétravail, mais vraiment débordés. J'appelais les cabinets d'avocats qui nous aident. Et certains me disaient « Ah non, on n'a pas d'activité ».
à part les gens qui font du social, évidemment. Et j'ai souvent eu cette petite remarque, à part les gens qui font du social. Et j'ai envie de dire, on pourra en parler, Julien, mais enfin, le département droit du travail est un département comme un autre et qui a montré, en tout cas, son côté essentiel pendant cette pandémie, et pas seulement essentiel, mais vraiment interactif avec tous les autres sujets du droit, puisque moi je suis une juriste, et de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est très important, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que le social est partout. Et il est, si vous voulez, par exemple, dans le RGPD, on le sait. Il est dans la RSE. Il est dans la loi Sapin et Vigilance. Donc je vois qu'au sortir de... Enfin, pardon pour dire au sortir, j'espère qu'on peut au sortir de la crise, au moins un peu sanitaire, j'espère. On voit que sur ces questions de compliance, notamment, où on était DRH et directeur juridique assez... C'était un peu une contrainte pré-Covid. Maintenant, avec tout le rôle qu'on a pu avoir pendant cette pandémie, c'est devenu une opportunité. Et là où on aurait pu être service support, et là on est vraiment moteur dans ces changements, dans ces enjeux de RSE, qui à mon avis, les entreprises n'ont pas eu trop le temps de s'en occuper pendant le Covid. Et donc c'est un vrai enjeu, une vraie opportunité à nouveau avec toutes les questions climat, enfin il y en a d'autres, hein, c'est quand même le siècle de ce type de crise. Donc je nous vois avec beaucoup d'opportunités sur ces sujets-là. Pour reprendre les 3 S au niveau de la sécurité, le directeur juridique, on est très fervent de cela au Cercle Montesquieu. On considère que c'est un gestionnaire du risque. Alors, on peut dire que pendant la pandémie, il a pu mettre à profit et en valeur toutes ses compétences de gestion du risque et de gestion de l'urgence. Donc, je pense que ça ne s'oublie pas et ça reste. Sur la souplesse, je pense que c'est très important ce qu'on va faire du télétravail maintenant. Et maintenant, ça va être, à mon sens, un élément de fidélisation dans l'entreprise. Il va falloir aussi que l'employeur se dise comment je fidélise mes salariés en permettant ce télétravail. Il y a des développeurs, hein, par exemple, qui fonctionnent très bien à distance. Alors effectivement, est-ce qu'on les garde salariés? Est-ce qu'ils sont indépendants? Parfois, c'est eux-mêmes qui veulent être indépendants, hein, les développeurs. J'en ai eu qui voulaient être payés en Bitcoin. Donc, si vous voulez, ça nous est arrivé. Donc, je pense que l'essentiel, c'est la souplesse. Il faut doser en fonction des tempéraments, à mon avis. C'est très important. Faire attention aux jeunes collaborateurs, parce que les jeunes collaborateurs ont besoin de présentiel, ont besoin de s'intégrer. Si vous voulez, c'est très bien de dire « Ah, je suis dans telle grosse société du CAC 40 et je suis chez moi dans mon 15 mètres carrés tout seul. » Le jeune collaborateur ne va pas comprendre. Il va y avoir un delta entre le job qu'il a cru avoir et le fait d'être chez lui dans un 15 mètres carrés. Donc il faut vraiment travailler en fonction des profils. Pour les commerciaux aussi, c'est compliqué. De travailler sans arrêt à distance. Également, il faut voir qu'est-ce qu'on va faire. Moi, j'ai appris qu'il y a des choses que je fais aussi bien en Teams, des reportings sur des tableaux Excel. Je le fais très très bien en Teams. Je pense que ça se fait parfaitement en Teams. Par contre, des réunions, des points hebdo, des one-to-one, des réunions de mode projet, je pense que ça se fait mieux en présentiel. Donc, il y a toute une réflexion à avoir, tout en souplesse, sur cela. Et effectivement, le travail à distance, je pense qu'on peut assister aussi à une décentralisation. Pourquoi pas une entreprise parisienne avoir un bureau à Bordeaux et du coup attirer comme ça des profils qui iraient de temps en temps au bureau à Bordeaux. Donc ça c'est ce que j'appelle le travail à distance qui permet à distance, je dis Bordeaux comme je dirais n'importe quelle autre ville d'ailleurs, qui permet à distance d'être en mix télétravail présentiel sur des locaux. Voilà. Donc on va assister à tout cela, ça j'en suis persuadée. Et effectivement sur la digitalisation, il va falloir, je le disais tout à l'heure, continuer
à s'améliorer. Qu'est-ce qu'on voit par exemple? On voit qu'on a des questionnaires. Vous savez, quand on envoie nos questionnaires travail dissimulé, nos questionnaires loi Sapin, nos questionnaires fournisseurs, statistiquement, un tiers des questions, c'est une statistique, sont posées dans chacun des questionnaires. Donc il va falloir éviter tous ces doublons, travailler sur l'absence de duplication et essayer de simplifier. Parce qu'on a fait de la digitalisation un peu forcée, maintenant il faut la faire, opérationnelle et pour économiser du temps et pour que directeur juridique et DRH se concentrent sur les vrais sujets. En fait, cette dématérialisation, elle va aider à ce qu'on ait moins de contraintes purement administratives. C'est aussi pour ça qu'on est là. Mais effectivement, je pense que on est vraiment passé d'un système peut-être fonction support. Maintenant, on va au-delà de ça et on a un rôle moteur et leader de projet en fait dans l'entreprise et il faut en profiter et je pense il y a quelque chose qui s'est créé dans le fonctionnement directeur juridique, DRH et avocat, en tout cas sur le droit du travail et sur ce côté 360 qu'on a pu avoir et qu'on continue à avoir en cette rentrée d'ailleurs. Alors justement, Denis Langlois, votre regard de DRH sur cette question, est-ce que la crise et l'évolution du droit du travail qu'elle a entraîné constitue, selon vous, une opportunité de développement pour les directions juridiques? Alors, une opportunité de développement, oui. Est-ce que le directeur juridique en a envie? Je ne sais pas. Non, il faut bien que quelqu'un apporte la contradiction. Donc, sinon, voilà. Une opportunité de développement, oui, parce que Bénédicte a raison, il y a plein de choses qui se sont passées, et comme je disais, il y a encore plein de choses qui vont se passer. Je ne sais pas si vous avez suivi ce matin, dans l'actualité, il y a une entreprise qui installe des équipements de sécurité dans les maisons de retraite, qui impose à tous ses salariés le pass sanitaire, ce qui est totalement illégal. Puisque c'est pas une entreprise, c'est pas du personnel de santé, c'est une entreprise technique qui va dans les maisons de retraite installer des équipements. Et le dirigeant de l'entreprise, qui est une PME, dit mais finalement mes salariés vont faire courir autant de risques aux gens de l'EHPAD aux résidents de l'EHPAD, des EHPAD que le personnel de santé, puisqu'ils vont venir dans les chambres, ils vont installer des équipements. Donc je ne veux pas porter la responsabilité morale, même pas pénale, c'est juste moral, d'exposer des résidents qui sont protégés, ultra protégés par ailleurs, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est un choix de société. Je veux pas prendre la responsabilité que ce soit mes salariés qui viennent les contaminer. Et donc on est dans un vide juridique. Et je pense que ça, c'est juste un exemple, mais je pense qu'il va y avoir il y a plein de domaines du social et dans lequel il va y avoir ces vides juridiques. Et il va falloir élaborer. J'ai la même question dans mes stations. Je suis une entreprise exposée au public. Si vous louez une voiture, vous allez encore, malheureusement, dans un comptoir à un comptoir, et vous louez une voiture, donc vous êtes en contact physique avec des gens. Et je ne suis pas considéré comme une entreprise qui doit demander son pass sanitaire à mes salariés. Alors, je pars du principe que beaucoup de mes salariés sont vaccinés, ou je les incite, donc ça va peut-être pas poser de problème. Mais on va rentrer on est encore dans une séquence, en fait, on va pas rentrer, on est encore dans une séquence qui va sans doute durer encore plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, où il va y avoir plein de transformations, et l'une des questions qui va se poser au directeur juridique et au directeur des ressources humaines dans tous ces domaines-là, c'est jusqu'où est-ce que je pousse l'interprétation? On va passer je pense qu'on va passer, Bénédicte disait, on passe de fonction support à rôle moteur. Et ça va être la même question. Les managers, les opérationnels vont venir voir le DRH et le directeur juridique en disant, est-ce que je peux? Et pas seulement pour des raisons d'organisation de l'entreprise, mais éventuellement pour des raisons éthiques. La question de est-ce que j'envoie mes salariés dans un EHPAD alors qu'ils ne sont pas vaccinés, c'est quasiment une question éthique. Et donc, on va avoir un rôle, les directeurs juridiques et les directeurs des ressources humaines vont avoir un rôle de conseil beaucoup plus fort et beaucoup plus poussé du management, s'ils souhaitent avoir ce rôle-là, en disant, mais on va vous aider à avancer, à remplir les trous, parce qu'il va forcément y avoir des trous. On est dans une situation extrêmement nouvelle, qui va durer encore, je pense, et donc il va falloir remplir les trous. Je pense qu'elle va durer, pour vous donner juste un exemple, on considère que l'industrie automobile ne reviendra en pleine capacité de par la crise des composants que dans 9 trimestres. Ça fait début 2024 en fait. Donc on a encore devant nous 2 ans où on manquera de voitures dans le monde.
Et j'ai des constructeurs automobiles qui, il y a 15 jours, me disaient, mais il n'y a pas de problème, au mois de mars, je vous redonne les voitures que vous voulez, il n'y aura aucun souci. Donc, on a des mouvements. Le transport aérien, c'est la même chose. Le voyage, c'est la même chose. Donc, on a plein de choses qui vont changer dans notre monde dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Et ça va être une opportunité pour le DRH comme pour le directeur juridique pas de s'emparer du sujet pour s'en emparer, mais de dire je passe d'une conception très il faut appliquer parce que ça peint d'eux à comment est-ce que ça peut aider l'entreprise et dans ce nouveau contexte comment est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. On va aussi poursuivre cette accélération et pour ça on va avoir besoin je pense qu'ils vont avoir besoin de plus de travail entre le directeur juridique et le directeur des ressources humaines. On a beaucoup parlé de dématérialisation. Quand vous êtes dans un siège de société de service, c'est facile parce que tout le monde a un PC. Quand vous êtes dans une station ou dans un comptoir Europcar, les gens n'ont pas d'adresse mail. Donc comment est-ce que je fais pour dématérialiser et pour éviter de continuer à envoyer 1200 recommandés pour dire que les horaires de travail ont changé? Donc là, il va falloir être créatif, et il faudra être créatif à nouveau entre le directeur juridique et le DRH pour trouver la bonne solution qui permettent de discuter avec le DSI sur le thème non, il n'y aura pas de problème de sécurité. Donc ce sont que des exemples, mais je pense qu'on va avoir, il y a plein de choses qui vont se produire, se dérouler dans les mois qui viennent, et ça va être une opportunité. Ça, pour le directeur juridique, et moi je souhaite qu'il s'en empare et qu'il dise oui, je vais participer à autre chose. Je pense qu'il y a une autre dimension, j'en parlais tout à l'heure, et Bénédicte l'a un petit peu évoqué, je pense que le directeur juridique comme le DRH, vont revenir au centre des fonctions régaliennes. Que dans cet univers instable, on a besoin de repères. Et je pense que les deux fonctions qui sont les plus à même de le donner dans l'entreprise, c'est le directeur juridique et le directeur des ressources humaines. À nouveau, je ne vois pas la finance le faire, je ne vois pas d'autres fonctions régaliennes exister et le faire. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'on disait sur le cercle Montesquieu, et j'approuve tout à fait. Il y a un souci de gestion du risque. Et l'opportunité, ça va être de transformer la gestion négative du risque, c'est-à-dire comment je fais en sorte que, à une gestion positive du risque, en disant comment est-ce que j'avance et comment est-ce que je vais faire bouger l'entreprise pour qu'elle survive simplement, en gérant au mieux le risque et la façon dont je peux, de quelle façon est-ce que je peux aider mes collègues, de quelle façon est-ce que je peux aider un comité exécutif à partir sur une prise de risque positive face à des transformations qui vont être, de mon point de vue, inéluctables. Donc oui, il y a un rôle, et moi j'encourage les directeurs. C'est pas facile parce qu'on est englué dans notre quotidien. Donc au-delà du quotidien du DRH et au-delà du quotidien du directeur juridique, il va falloir réfléchir à comment est-ce que je peux développer tout ça par ailleurs, de façon à ce que ça reste, comme je le disais aussi tout à l'heure, je pense qu'il va y avoir un tamisage. Je suis maintenant un vieux monsieur, je me souviens des premières lois sur le 81, 82, 83. Il y avait des lois absolument extraordinaires où on disait qu'il fallait faire des groupes de parole dans les entreprises. Et c'était à côté de la loi sur la transformation des responsabilités du comité d'entreprise et de la création d'un vrai CHSCT. Donc c'était il y a 40 ans. Et sur les 3 ou 4 grandes lois, il y en a 2 qui ont subsisté et qui ont été prises positivement par tout le monde, puis il y en a une qui a disparu, qui est la loi sur les obligations de groupes de parole et d'expression dans les entreprises. Donc il va y avoir un vrai tamisage, et ça va être important que le DRH et le directeur juridique se mettent aussi d'accord, tous les deux, sur ce qui va être important de garder, et ce avec quoi on peut avoir de la flexibilité, et ce sur quoi on va décider de rester un petit peu inflexible. Alors, Julien Or, quel est votre regard d'avocat sur la question? Y a-t-il des opportunités de développement selon vous pour les directions juridiques avec cette évolution du droit du travail en lien avec la crise? Pour moi, c'est indéniable. Je crois que je souscris à tout ce qui a été dit par Bénédicte et Denis. Je pense que la crise a été un amplificateur, un révélateur, mais pour moi, le directeur juridique était déjà au centre de l'échiquier, ou aurait dû déjà l'être. Il est certain que le directeur juridique est un expert technique, est un expert en droit, mais la prolifération et la constante mutation, si vous voulez, de l'environnement réglementaire en a fait un acteur, pour moi, majeur normalement dans l'entreprise. Et la crise devrait pouvoir amplifier ce phénomène. Pour moi, le directeur juridique va être confronté à plusieurs challenges. Le premier, et Bénédicte en a parlé, de même que Denis, c'est la gestion du risque. La prolifération de textes
fait que les risques se démultiplient. Si je parle des sanctions financières, elles peuvent être énormes. Les préjudices en termes d'image et réputationnels peuvent être également très importants pour les sociétés. Donc je pense que ça, c'est un élément que la direction juridique devra prendre à bras le corps et en effet travailler avec sa direction générale sur ce sujet. Il y a un deuxième challenge pour moi, c'est comment concilier des univers normatifs qui sont parfois antagonistes. Je vais vous prendre un exemple, puisqu'on a beaucoup parlé de télétravail. Bon, le télétravail, c'est très bien. Ça permet, en temps de crise, d'assurer la sécurité des salariés. Mais le pendant, c'est que vous avez certains salariés qui vous disent « Mais moi, je suis trop isolé en télétravail. Je ne vois pas mes collègues, je me sens mal. » Donc, comment gérer ces risques psychosociaux qui peuvent poindre ? Ça va être un challenge. Et puis également, comment mettre en place la déconnexion, parce que on vous dit télétravail très bien, mais certains vous disent mais moi en télétravail, mes journées elles font pas 8 heures, elles en font 14. Donc je peux pas me déconnecter parce que je suis chez moi, on pense que je suis toujours joignable et je suis corvéable à merci. Non, et donc là les sociétés qui n'ont pas mis en place de système de déconnexion effectif dans leur entreprise vont être confrontées à cette problématique. Et je pense que la direction juridique va être au cœur du sujet ainsi que la DRH. Ça me fait penser à un sondage, j'ai entendu ça il y a deux jours, je crois, en écoutant les infos. Il y a eu un sondage auprès des adhérents de la CGT et je crois une écrasante majorité, plus qu'une majorité, quasiment une unanimité, ils étaient 97 ou 98% pour le télétravail. Mais en même temps, ils disaient, mais en revanche, on veut le télétravail, mais on veut aussi la déconnexion. Donc du coup, vous voyez, on va devoir gérer ces univers antagonistes pour la direction juridique. Troisième point, et je pense que ça va être peut-être la solution, je pense qu'il va falloir beaucoup miser sur le dialogue social et sur mesure. Parce que, comme l'a dit Denis, les situations vont être différentes d'une société à une autre. Et on ne va pas pouvoir mettre en place le télétravail de la même manière pour des ingénieurs que pour des personnes qui sont au service support, par exemple. On peut envisager qu'un ingénieur puisse être en télétravail depuis le Luberon, mais est-ce qu'un commercial peut être en télétravail depuis le Luberon ? Est-ce que les clients qui va devoir aller visiter dans la région parisienne, si la société est à Paris, est-ce que il va pouvoir faire Luberon-Paris 3 fois par semaine ? Et aux frais de qui ? Aux frais de la société, à ses frais ? Donc voilà, toutes ces questions-là sont des vraies questions et je pense que le dialogue social peut répondre à ça. Peut répondre aux sur-mesures, qui est une exigence, à mon avis, dans la réussite, dans la transformation que cette crise peut en tout cas de l'opportunité que cette crise peut apporter dans le développement des directions juridiques. Moi, en tant qu'avocat, je conseille beaucoup de sociétés étrangères, de groupes étrangers, notamment américains, et on se rend compte qu'il y a une difficulté. Alors peut-être que c'est pas le cas de certaines directions juridiques et peut-être de Dominique qui est directrice juridique au sein d'un groupe français, mais quand vous êtes directeur juridique d'un groupe international et que le groupe international, la maison mère, aux États-Unis notamment, veut vous imposer ses règles, ses politiques, comment vous faites pour concilier ça et avec le droit français, avec les exigences du droit français? Récemment, j'ai eu une de mes clients qui m'a appelé en me disant, nous, le télétravail, la maison mère aux États-Unis a décidé que c'était en plein confinement. Hein. Le télétravail, c'est terminé. Tout le monde revient au bureau. Ah bon ? Mais en France, c'est pas trop possible, ça. Non, mais ça a été décidé aux États-Unis. Tout le monde revient au bureau parce que voilà, il faut recréer du lien, il faut que les gens sont moins productifs, etc. Et donc, il y a eu un vrai travail, si vous voulez, de pédagogie à faire auprès des maisons mères, auprès des dirigeants qui ne sont pas en France, sur ce qu'est le droit français, ce que ça implique. Et notamment comment concilier leurs exigences opérationnelles business avec les contraintes réglementaires du droit français. Donc je pense que tout cet environnement qui est en constante mutation est en effet un élément qui va pouvoir être exploité par la direction juridique pour grandir au sein des organisations.
Alors, on arrive sur la fin des échanges. Peut-être un mot de conclusion ou de réaction chacun. Bénédicte Vautelet, on a beaucoup parlé des directions juridiques. Alors, quel est votre point de vue? Non, en conclusion, moi je dis en une phrase, hein, on a géré l'urgence dans une situation difficile. Là, j'ai envie de gérer l'urgence, de redémarrer, quoi. Voilà. Effectivement, c'était bref. Denis Langlois. C'est une vraie opportunité pour tout le monde. Et je pense que la question à laquelle on va avoir faire face ensemble, c'est comment est-ce que je maintiens. Elle est double. C'est comment est-ce que quel sens, comment est-ce qu'on participe au fait de donner du sens à ce qui va se passer parce que je pense que l'urgence finit par faire disparaître la raison d'être de l'entreprise et le sens et la direction dans laquelle on veut aller. Et il faut arriver à rebâtir quelque chose autour de ça. Et puis la deuxième dimension, on en a beaucoup parlé, c'est finalement comment est-ce que je conserve, quel corps social on veut avoir, et comment est-ce que je conserve, comment est-ce qu'ensemble on arrive à faire bouger ce corps social dans la direction dans laquelle il faut bouger par rapport à beaucoup de choses qui sont plus centripètes qu'elles ne l'étaient auparavant. Au centrifuge plus exactement. Donc comment est-ce qu'on ramène un équilibre dans ce corps social et comment est-ce qu'on recrée un corps social à partir de quelque chose qui va être totalement nouveau. Alors Julien Hor, votre conclusion, après on passera aux questions éventuelles du public. Non, mais moi je pense que cette crise, elle a eu le mérite, si on doit lui trouver un mérite, en tout cas dans le monde professionnel, de remettre l'humain au centre. Et on a compris qu'une société peut pas fonctionner sans l'humain, sans gérer l'humain. Et donc, je pense que ça, c'est un élément qui devrait être pris en compte à l'avenir. En effet, la finance ne pourra plus tout régenter. Et nous, cabinet d'avocats, on est là pour vous aider, bien évidemment. Très bien, le message est passé. Y a-t-il alors des questions du public pour nos trois intervenants? Julien. Je pense que pour vous, c'est une véritable aubaine. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas suffisamment de recul, dans la mesure où je pense qu'il y a des contentieux en matière sociale qui vont se développer, et notamment, je pensais au regard du droit pénal, donc ça sera un premier temps, la responsabilité pénale des dirigeants au regard de la mise en danger de la vie d'autrui, et puis aussi, ça c'est peut-être plus aussi pour monsieur le DRH, eu égard aux futurs plans sociaux qui pourrait avoir lieu, et autour de la justification qui va être faite de ces PSE, qui pourrait développer. Donc je pense qu'il y a aussi ces vrais sujets-là, où peut-être que le directeur juridique pourra être influent, ou en tout cas Alors, sur la responsabilité pénale, il y a plusieurs, parce que vous avez cité la mise en danger d'autrui, mais il y a plusieurs autres infractions qui pourraient être soulevées. Je pense que, certes, ça va créer du contentieux. L'issue de ce contentieux me paraît pas nécessairement, comment dirais-je, évidente. Parce que, vous savez, je suis pas spécialisé au droit pénal, mais mes réminiscences de mes cours de licence et maîtrise, il y a plusieurs éléments pour qu'une infraction pénale soit constituée. Il y a l'élément légal, le texte, l'élément intentionnel, sauf dans les infractions qui sont non intentionnelles, mais vous avez notamment l'élément légal. Et là, et le lien de causalité également. Et là, dans la mise en danger de la vie d'autrui, notamment, l'élément matériel, qui est donc le lien de causalité entre la faute potentielle et le dommage, il va falloir le caractériser. Qui me dit que j'ai attrapé le Covid, par exemple, parce que... voilà, exactement. Donc le lien de causalité n'est pas nécessairement évident. Et puis l'élément légal également, si on se base sur le protocole sanitaire pour comment dirais-je, poursuivre les dirigeants, ça va être un peu léger, puisque ce ne sont pas des normes contraignantes, comme je le disais. Donc il n'y avait pas d'obligation légale. Donc
Je pense que la loi pénale étant d'interprétation stricte, voilà, le contentieux pénal risque peut-être de foisonner, mais je suis pas sûr que l'issue soit exactement au plaignant. Un mot rapide peut-être sur les plans sociaux, parce que c'est un peu notre quotidien. Je pense qu'on peut le voir de deux manières. Soit c'est une aubaine, soit la crise est une aubaine pour certaines sociétés en se disant voilà, car quand vous perdez 95% de votre activité, en effet, c'est facilement, je veux dire, justifiable d'engager des plans sociaux. En revanche, ce qu'on constate dans la pratique, c'est que l'administration du travail, qui doit valider ou homologuer ces plans sociaux, est d'autant plus regardante et exigeante sur les conditions de mise en œuvre de ces plans. Donc, il peut y avoir du contentieux peut-être plus administratif que prud'homal, même si voilà, on peut jamais empêcher un salarié de considérer qu'il n'aurait pas dû être licencié, qu'on aurait dû le reclasser, etc. Et donc voilà, je pense qu'en effet, il y aura du contentieux qui va être généré, tout à fait. Alors, sur le pénal, moi, l'une des grandes conclusions que je tire aussi de cette période-là, c'est qu'il y a du droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand je me retourne sur les 18 derniers mois, je me dis j'ai fait des erreurs. Juste un exemple, premier week-end, le patron du Portugal et de l'Italie m'appelle en me disant on voudrait mettre un plexiglas au comptoir pour nos employés. Et je dis bah non, c'est pas prévu par l'OMS, etc., donc on le fait pas. Ce qui était une erreur. Je reconnais que et donc on a tous fait des erreurs. Et donc je pense que dans un contexte de droit pénal, il va tout de même. Alors vous savez que la Cour de justice de la République est juste submergée par des milliers de plaintes sur le pass sanitaire, sur le ceci, le cela. Donc je pense que ce qui va percoler, c'est un droit à l'erreur reconnu et dans le doute profiter aux gens qu'on pourrait attaquer pénalement. Je pense qu'il y a une grande dimension qui est arrivée, qui est survenue, c'est qu'on accepte le droit à l'erreur. Enfin, on accepte qu'il puisse y avoir des erreurs, ce qui dans notre culture française n'était pas forcément évident. Sur les plans sociaux, il y a un an, tous mes collègues du SBF 120 comme et moi pensions tous qu'on aurait une marée de plans sociaux à partir de septembre. Et il ne s'est rien passé. Donc je vois pas de... on sait jamais comment ça va être demain, mais je pense que la grande crainte que tout le monde avait été de dire qu'il y aurait une explosion de plans sociaux et que l'administration aurait un comportement qui lui serait dicté d'une façon ou d'une autre, c'est pas passé. Petite, pas de la façon dont on l'imaginait. Accessoirement, je vous rappelle qu'il y a une élection au mois d'avril. Et qu'on sait tous, directeur juridique comme DRH, on sait tous que dans les 6 mois avant l'élection, tout le monde fait attention à ce qu'il va faire. Et donc je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de plans sociaux. Je pense par contre que le succès, vous le savez tous, le succès des ruptures conventionnelles, soit collectives d'ailleurs, qui n'est pas un vrai plan social, soit individuel, va se poursuivre et que les ajustements, ils vont se faire au cas par cas. Je pense que les DRH et les DRH vont avoir à traiter beaucoup de cas individuels et que les directions générales vont leur demander de privilégier dans la mesure du possible du traitement individuel à du traitement collectif. Alors on a peut-être le temps pour une dernière question rapidement. Bon, pas de questions, très bien, on arrive au terme de cette table ronde. Merci à nos 3 intervenants pour leur participation. Merci également au public de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir.